Au revoir et bon voyage à son Excellence, l'ambassadeur Lukens. C'est un grand honneur pour le centre, évidemment, de vous recevoir tous, mais c'est aussi un honneur ajouté supplémentaire d'abriter Monsieur l'ambassadeur au moment où il s'apprête à quitter ce pays. Cet honneur est justifié par le fait que Son Excellence a certainement creusé son sillon pendant son séjour ici au Sénégal. Et ce sillon positivement creusé s'illustre par un certain nombre de témoignages qu'il a dû recevoir, que ses collaborateurs ont certainement reçus et que moi-même j'ai reçu avec insistance de la part des auteurs de bien vouloir lire ces quelques mots. J'en ai choisi deux et je voudrais, si vous permettez, lire ces deux petits témoignages-là. Mon cher Ousmane, bonjour de Paris. Je regrette de ne pouvoir honorer ton invitation pour saluer l'ambassadeur Lukens qui, assurément, est un grand ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, son pays d'enfance. Que retenir de son Excellence Lukens? Deux choses essentielles. Premièrement, il a continué, à l'instar de ses prédécesseurs, à appuyer la société civile sénégalaise dans son œuvre d'enracinement de la démocratie et de préservation de la stabilité du Sénégal. La rencontre entre le sous-secrétaire d'État aux affaires politiques et quelques ténors de la société civile constitua un tournant dans ce sens. Ce fut un peu avant le départ de Madame Bernica. Vous vous rappelez toujours de l'ambassadeur Bernica. Il y a quelque chose qui particularise son Excellence Lukens. C'est un grand sportif, vous le savez tous. Il y a autre chose qui caractérisait Madame Bernica. Elle aimait particulièrement la musique. Le peuple sénégalais est aussi redevable aux autorités américaines d'avoir appuyé sa lutte contre l'arbitraire et la négation des acquis démocratiques. La deuxième chose est la visite mémorable du président Barack Obama au Sénégal. Quel ambassadeur ne rêverait-il pas de recevoir son président dans le pays où il est accrédité, surtout lorsqu'il s'agit du président de la première puissance mondiale? Cette visite fut brillante. Monsieur Lukens, vous resterez à jamais gravé dans la mémoire des Sénégalais. Comme vos prédécesseurs, Laron Walker, qui aimait la culture sénégalaise, la lutte sénégalaise, ou George Bush, qui le premier ouvrit les portes de la résidence des États-Unis à l'opposition et à la société civile. Je voudrais souligner qu'à l'instar de Laron Walker, l'ambassadeur Lukens est aussi un inconditionnel de la lutte. Je l'ai particulièrement, personnellement vu dans les gradins, on était presque ensemble, et vous connaissez mon ami pour ce sport-là. Excellence, nous vous souhaitons des succès et encore des succès. Et c'est signé par le professeur Pendabo, qui s'excuse parce qu'actuellement, elle est en France pour s'occuper de questions liées à la francophonie. Il y a un deuxième témoignage qui m'est proche parce que ceux-là qui témoignent sont des bénéficiaires d'une bourse extrêmement importante qui leur a été accordée dans le cadre d'un projet que nous dénommons DART et qui visait à renforcer l'esprit d'entreprise et l'esprit et le sens civique au niveau des jeunes, pas seulement sénégalais, mais des jeunes ouest-africains. Pendant ces 2 dernières années, nous avons eu 11 boursiers de 7 pays africains qui chacun a bénéficié d'une formation très solide ici et est rentré chez lui avec une enveloppe de 23 000 $ pour renforcer les différentes organisations de jeunes
qu'ils conduisent. Donc l'une d'elles me dit, Monsieur Sen, je regrette de ne pouvoir participer à l'invitation concernant le départ de M. Lookens. Malheureusement, j'ai des obligations très fortes à Saint-Louis. Toutefois, nous lui adressons tous nos remerciements à travers vous et le WARC pour les belles opportunités partagées au WARC et à travers le programme DART. Et nous lui souhaitons plein succès pour la suite. Voilà donc deux témoignages qui nous sont parvenus. Je disais donc, Excellence, pour le Sénégalais ordinaire, si on leur demandait qu'est-ce que vous retenez de cet ambassadeur, il y a beaucoup de choses. Mais quand même, votre périple depuis Dakar jusqu'à Saint-Louis, aller-retour. Jogging sur la plage jusqu'à Saint-Louis, aller-retour. Mais aussi, de Lompoul à Yoff, c'est presque Saint-Louis, Lompoul. Mais c'est presque Saint-Louis. Et puis, au fur et à mesure tous les jours, s'arrêter dans des villages, bon, peut-être distribuer quelques cadeaux, mais en même temps aussi, parler d'environnement et de la nécessité d'assainir l'environnement. Je crois que ça, c'est quelque chose que personne n'a oublié. On a vu ça à la télé, on a beaucoup apprécié. Je crois que même j'ai quelque part un petit secret. Il paraît que l'ambassadeur est tellement sportif qu'il aurait préféré du temps où l'ambassade était en ville, plutôt que d'être dans un véhicule, que la sécurité lui permette de courir le long de la corniche pour aller chez lui. Donc, ambassadeur, véritablement, félicitations. Alors, vous êtes, je m'excuse d'être long, mais je ne peux pas ne pas le dire, vous êtes dans un centre qui a éminemment bénéficié de la coopération des États-Unis, je dirais avec l'Afrique, parce que la vocation du WARC n'est pas une vocation sénégalaise, nous sommes ouest-africains. Figurez-vous que les deux projets structurants qui ont permis vraiment au WARC de soutenir la cadence et de pouvoir tenir toutes ses activités sans trop pleurer, ces deux projets, le premier projet c'était Initiative de paix en Afrique de l'Ouest. Voir les stratégies à travers lesquelles les Sénégalais, les Africains, dans la tradition, avaient coutume de régler leurs conflits. Mais aussi voir les perspectives par rapport à beaucoup de conflits qui sont posés ici. D'ailleurs, il y a un livre qui devrait sortir sur ça. Le deuxième projet, tout aussi important sur le plan financier, parce que nous sommes en train de parler de millions de dollars, 800 000 ou 700 000 au moins, de dollars. C'était le projet DART qui nous a valu une belle salle de conférence toute neuve avec tout l'équipement. Si vous avez une conférence avec 40 personnes, venez, on peut vous louer ça. C'est déjà de quoi faire de l'argent pour faire survivre l'heure. Il a inauguré, ils nous ont fait confiance avec ce projet qui était important, qui a permis aussi à 11 Ouest-Africains vraiment d'équiper leur organisation. 23 000 $ pour chacun, c'est pas rien. Mais une formation pendant 4 à 5 semaines sur les techniques de gestion, comment être un leader et tout ça. Et je crois pouvoir dire que c'est pas fini. Il y a autre chose qui vient, même si je me rends compte que Christine Kahn, la PAO, qui a travaillé en étroite collaboration avec l'ambassadeur, elle aussi va partir. Alors ça nous fait un peu orphelin, mais bon, ce ne sera pas la politique des dépouilles, the spoil system, ce sera, j'espère, la continuation. Voilà donc les quelques éléments que je voulais vous offrir. Et peut-être, si vous me permettez, vous lisez très rapidement la biographie de l'ambassadeur pour que vous ayez une idée plus claire de qui est l'ambassadeur Lookens. Son Excellence, M. Lewis Lookens, un diplomate de carrière du Senior Foreign Service, est présentement l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal et en Guinée-Bissau. Sa nomination à ce poste a été annoncée par la Maison-Blanche le 11 mars 2011 et a fait l'objet d'une confirmation à l'unanimité par le Sénat le 30 juin 2011. L'ambassadeur Lookens a prêté serment devant le secrétaire d'État, Mme Hillary Rodham Clinton, le 11 juillet 2011. Il y a beaucoup de 11 là. Il a présenté ses lettres de créance au président Abdoulaye Wade le 11 août 2011 au palais présidentiel à Dakar et le 1er septembre 2011 au président Malam Bakay Sagna
au palais présidentiel de Bissau. Avant de servir au Sénégal en qualité d'ambassadeur, M. Louken a assumé les fonctions de directeur exécutif au secrétariat exécutif du département d'État. À ce titre, il était à la tête de la structure en charge des voyages, de la technologie de l'information, des ressources humaines, du budget, de la sécurité et des passations de contrats relevant des services du cabinet de Madame la secrétaire d'État et des autres hauts responsables du département d'État. Il a parcouru plus d'un demi-million de miles, on est en train de parler d'environ 1 million de kilomètres, a voyagé un peu partout dans le monde avec Madame Hillary Clinton, alors secrétaire d'État. M. Loukens a occupé diverses fonctions, aussi bien au secrétariat d'État qu'à la Maison-Blanche. Il a été directeur des affaires administratives au Conseil national de sécurité pendant et après les attaques terroristes du 11 septembre et auparavant a assumé des responsabilités au secrétariat exécutif du département d'État et a été assistant spécial du directeur général de la diplomatie américaine, Foreign Service. Il a servi en qualité de consul général à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, de 2005 à 2008. En tant que plus haut représentant du gouvernement américain dans l'Ouest canadien, il était chargé de superviser les activités de 8 agences gouvernementales américaines dans divers secteurs comme le commerce, la surveillance des frontières, la sécurité nationale, la diplomatie publique, etc. M. Loukens a aussi servi comme secrétaire exécutif à Bagdad, conseiller administratif à Dublin, responsable administratif à Sydney, Australie. Ces deux premières missions ont été faites à Guangzhou, je crois que c'est en Chine, et à Abidjan, à côté, chez nos parents. L'ambassadeur Loukens est récipiendaire de plusieurs distinctions de la diplomatie américaine, dont le Superior Honor Award, le Group Superior Award décerné 3 fois et le Meritorious Honor Award décerné 2 fois. Il vient ce matin de recevoir la médaille du président de la République de l'Ordre national du Lion. Je crois que pour ça, on va l'applaudir. Il est diplômé de la prestigieuse université de Princeton. Enfin, M. Loukens est père de 2 jeunes filles qui étudient actuellement aux États-Unis, l'une dans un lycée privé et l'autre dans la non moins célèbre université privée qui s'appelle Wellesley College. Voici donc l'ambassadeur Lewis Loukens. Après son intervention, nous aurons l'honneur d'écouter son Excellence l'ambassadeur et général Seck, qui, vous le savez, pendant 10 ans, a représenté le Sénégal à Washington DC. Excellence, vous avez la parole. Merci. Chers membres du corps diplomatique et collègues, Monsieur l'ambassadeur, mon général Mamadou Mansour Seck, Monsieur le directeur de WAC, chers invités. Permettez-moi tout d'abord de remercier mon cher ami Ousmane Sène, directeur du WAC, de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Le WAC est l'un de nos partenaires privilégiés et je suis certain qu'il le sera encore pendant de nombreuses années. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans ce centre. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble récemment, notamment un programme de formation en recherche appliquée intitulé DART, Dakar Applied American Research Center, destiné à renforcer les capacités de leadership des jeunes. Auparavant, nous avions également collaboré autour d'une initiative régionale pour la paix extrêmement fructueuse. Quel que soit le projet, nous savons que nous pouvons compter sur le WAC en tant qu'amis et partenaires précieux et nous en sommes redevables à Ousmane Sène et son personnel fantastique. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier tous pour le travail accompli et en particulier pour l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur endroit pour moi pour prononcer mon discours d'adieu avant de quitter Dakar en tant qu'ambassadeur dans tout juste 10 jours. Je voudrais également vous remercier tous d'être venus ici aujourd'hui. C'est un moment particulier pour moi
à la saveur douce amère. Comme je l'ai déjà souligné en plusieurs occasions, j'ai passé plus de temps au Sénégal que dans n'importe quel endroit du monde en dehors des États-Unis. En effet, j'ai vécu 3 ans ici pendant mon enfance et bien sûr ces 3 dernières années en tant qu'ambassadeur. Je quitterai le Sénégal la tête pleine de souvenirs fabuleux de moments passés ici, tant sur un plan professionnel que personnel. Je me souviendrai de personnes que j'ai rencontrées et de l'incroyable teranga et du caractère cordial et chaleureux des Sénégalais. Avant de partir, je voudrais profiter de cette occasion pour m'arrêter et réfléchir à ce que nous avons réalisé ensemble au cours de ces 3 années et pour voir quelle orientation prend la relation entre les États-Unis et le Sénégal. Ces 3 années ont vraiment été extraordinaires. Mon ambassade a eu le plaisir d'apporter son soutien à la société civile au cours des élections nationales de 2012, qui ont été un moment très important dans l'histoire du Sénégal. Cela peut paraître lointain, mais à ce moment-là, rien ne semble plus important sur le continent que l'avenir démocratique du Sénégal. Ce fut un événement marquant qui a conforté le rôle de phare de la démocratie du Sénégal. En mars 2013, nous avons emménagé dans nos magnifiques nouveaux locaux situés aux Almadies, dans des bâtiments qui comptent parmi les plus modernes et les plus rationnels sur le plan écologique de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, toutes les agences de gouvernement des États-Unis, à l'exception du corps de la paix, sont réunies sous un même toit, symbolisant la solidité et l'ampleur de nos relations. Notre principale agence d'aide au développement, l'Agence des États-Unis pour le développement international, a célébré ses 50 ans de partenariat avec le Sénégal en 2011. Et le corps de la paix américain, qui compte plus de 200 volontaires dans tout le Sénégal, a fêté le 50e de sa présence dans le pays l'an dernier. Quant à l'accord Compact de Millennium Challenge, ce plan de développement des infrastructures d'un montant de 540 millions de dollars, fait en collaboration étroite avec le gouvernement sénégalais, se rapproche chaque jour davantage de son achèvement prévu en septembre 2015. Il y a eu plusieurs visites extrêmement importantes au plus haut niveau de nos dirigeants respectifs. En août 2012, nous avons accueilli mon ancienne patronne, le secrétaire d'État Hillary Clinton, qui a prononcé un discours sur la nouvelle stratégie des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne dans l'auditorium de l'université Cheikh Anta Diop, pas très loin de là où nous sommes aujourd'hui. Ce discours axé sur une relation de partenariat avec l'Afrique résonne encore aujourd'hui. Le président Obama a invité le président Macky Sall à la Maison-Blanche début 2013. Et bien entendu, le président Obama est venu ici avec son épouse Michelle et leur fille au mois de juin 2013. Le Sénégal a été la première étape d'une tournée africaine dans 3 pays. Chacun de ces moments témoigne de l'importance accordée par les États-Unis à leur relation avec le Sénégal et de notre reconnaissance du Sénégal en tant que leader démocratique dans la région et un de nos partenaires principaux dans l'Afrique. De même que nous regardons en arrière, nous nous tournons également vers l'avenir. Et je souhaite m'entretenir avec vous aujourd'hui de 4 sujets. Dans ce que je m'apprête à dire, il y a peut-être des choses qui paraîtront dures à attendre, mais pourtant je vous garantis que cela s'inscrit dans un cadre d'amitié, de partenariat et de grand respect. Le premier sujet que je voudrais donc aborder est le leadership. Le Sénégal peut se targuer d'avoir un niveau élevé de transparence et un bilan solide en matière de bonne gouvernance. Et il a réussi à conserver un gouvernement ouvert, faisant de votre pays un leader respecté. Ce leadership s'étend également au professionnalisme des militaires sénégalais,
et à leur rôle dans les opérations de maintien de la paix à l'échelle mondiale. Ce leadership s'est d'ailleurs payé au prix fort. 6 soldats sénégalais du maintien de la paix ont perdu la vie au cours de l'année écoulée, en œuvrant pour mettre un terme aux guerres et aux conflits dans la région. 20 années se sont écoulées depuis le génocide rwandais et le Sénégal a un héros qui a joué un rôle en essayant de mettre fin à ce génocide. Il y a exactement 15 jours, le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé une médaille, la première du genre, pour le capitaine Mbaye Diagne, qui a perdu la vie en servant dans le cadre de la mission des Nations Unies pour assistance au Rwanda en 1994. Sans armes et face à un danger extrême, Diagne a sauvé des centaines, voire un millier de Rwandais de la mort. Appelée médaille capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel, cette médaille sera attribuée aux militaires, aux membres de la police et au personnel civil des Nations Unies ou aux personnes associées. Je suis fier de dire que notre propre gouvernement a rendu hommage au capitaine Diagne en 2011. En effet, le secrétaire d'État Clinton a attribué la médaille du courage à 7 personnes à travers le monde et la veuve du capitaine Diagne l'a reçu en son honneur. Le capitaine Diagne est un exemple de courage et de leadership que le monde en est venu à attendre du Sénégal. Nous retrouvons ces mêmes qualités dans la contribution du Sénégal pour ramener la paix au Darfour et au Mali et restaurer la démocratie en Guinée-Bissau. Il me semble toutefois que le Sénégal s'écarte parfois du leadership dans le champ de la politique étrangère, alors même que les soldats et les diplomates sénégalais s'acquittent de leurs tâches de façon exemplaire. Ainsi, la voix forte du Sénégal ne s'est pas fait entendre lors du vote des Nations Unies pour condamner l'agression de la Russie en Crimée, l'utilisation des armes chimiques en Syrie et les violations des droits de l'homme en Corée du Nord et en Iran. Rester en retraite dans ce genre d'occasion est certes commode sur le plan diplomatique, et certains estimeront peut-être que c'est une attitude qui convient pour un petit pays. Mais où se trouve le courage? Le Sénégal se distingue dans le monde parce que tant de personnes dans ce pays ont le courage de leurs convictions, comme le capitaine Diagne. Le Sénégal ne devrait pas se contenter de moins en matière de politique étrangère. Le deuxième sujet qui est lié au leadership est la promotion des droits de l'homme. Pourquoi parler ici de droits de l'homme alors que le Sénégal est célèbre pour sa longue tradition de tolérance et son esprit d'ouverture? À juste titre, vous êtes connu pour cela. Votre illustre premier président appartenait à la minorité chrétienne. Ce président, ainsi que le deuxième et le troisième président, avaient tous une épouse qui n'était pas musulmane. Vous êtes véritablement un modèle d'entente entre musulmans et chrétiens, les uns se rendant chez les autres pour des fêtes religieuses et les mariages interreligieux ayant lieu sans même que l'on en fasse grand cas. Je pense que le problème de cette génération en matière de droits de l'homme est l'égalité de traitement pour les homosexuels. Ce débat a lieu à l'heure actuelle dans certains pays d'Afrique, en Afrique du Sud, en Ouganda, au Cameroun. Même au Sénégal, un espace existe pour les discussions et les débats sur ce sujet. Actuellement, il y a une exposition sur l'homosexualité dans un centre culturel de Dakar et un événement pour les droits des homosexuels a eu lieu le week-end dernier. Je tiens à ajouter que pour les Américains, c'est une question brouillon qui est loin d'être résolue. Nous savons que le président Macky Sall a dit à notre président que cette question prendrait du temps au Sénégal. Mais j'espère que l'attitude de tolérance du Sénégal ne fera que grandir et que ce pays va continuer à être un leader dans la région. Être un leader signifie se positionner d'un point de vue moral, même si cela s'avère difficile ou inconfortable. Je sais et je comprends
que les questions sociétales telles que celles-ci sont abordées différemment selon les pays en fonction des traditions religieuses et culturelles. Mais je pense aussi que l'égalité de droits pour les homosexuels est un mouvement inévitable de l'histoire. Et j'espère que le Sénégal se tiendra à la pointe de ce mouvement. Prendre position face aux pays qui malmènent ou bafouent les droits de l'homme, c'est d'être un leader. Et je pense que le Sénégal peut jouer un rôle de leadership important dans ce domaine dans l'avenir. Le troisième sujet est l'environnement et plus précisément les ordures. Au cours des 3 années que j'ai passées au Sénégal, j'étais frappé par les incroyables ressources naturelles de ce magnifique pays. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, comme on vient de discuter, j'ai fait une course à pied de l'Ampoule à mer jusqu'à la plage de Yoff il y a quelques mois et j'ai pu admirer des kilomètres de magnifiques plages côtières. En même temps, cette course a mis en exergue certains des défis auxquels le Sénégal est confronté pour la préservation de son environnement. En tant que partenaire et ami, je dois dire que je pense depuis longtemps que la situation environnementale au Sénégal constitue un frein au développement économique du pays. On peut dire que la première impression que de nombreux visiteurs ont du Sénégal est mitigée. En sortant de l'aéroport, on peut voir des gens qui travaillent dur, des vagues de l'océan Atlantique qui déferlent sur les plages du virage, et le baobab, arbre emblématique du Sénégal et des Sénégalais. Et on peut voir aussi des ordures sur le bord de la route, une grande quantité d'ordures. Les ordures que je vois chaque jour sont une immense source de déception pour moi, car je vois à quel point cela freine le Sénégal. Je pense que s'il y a une chose qui s'est confirmée dans tous les pays où j'ai travaillé et vécu au fil des ans, c'est que l'environnement et l'image d'un pays vont de pair. Les entreprises qui réussissent et les pays qui vont en avant comprennent le lien entre environnement et santé. Les tasses d'ordures qui jonchent les pays sont dissuasifs pour l'investissement et engendrent de sérieux risques pour la santé. Aussi, je voudrais m'adresser à l'ensemble des Sénégalais et vous implorer de saisir l'importance qu'il y a à protéger la terre-mère et à en prendre soin. Un avenir plus propre et plus sain commence avec chacun d'entre nous et les choix que nous faisons. Cela commence avec ce gobelet de café en plastique que vous décidez de jeter dans un réceptacle adapté et non sur le sol. Cela comprend aussi que vous enseignez à vos élèves et vos enfants. Je sais qu'à un certain niveau, le gouvernement du Sénégal est conscient de ce problème et qu'il essaie de faire des efforts pour améliorer la situation. Mais chacun d'entre nous a également une responsabilité. Rendre les États-Unis propres a pris du temps. Nous avons rencontré de nombreux défis lors du travail de sensibilisation. Beaucoup de personnes de ma génération peuvent citer des messages qui nous rappelaient de préserver l'environnement. Keep America green, or give a hoot, don't pollute. Finalement, il s'est avéré que faire passer des messages aux enfants était le moyen le plus efficace pour changer les habitudes, en raison de leur capacité à répéter ces idées à leurs parents maintes et maintes fois sans cesse. Le processus prendra aussi du temps au Sénégal. Mais au final, tous les enfants et tous les adultes sauront que ce n'est pas bien de jeter sciemment des ordures sur le sol ou dans la mer. Je pense que cette situation a également un effet négatif sur la santé de nombreux Sénégalais. Pendant ma course entre l'Ampoule et la plage du Yoff, nous avons organisé des séances de ramassage des ordures pour attirer l'attention sur ce problème. Il s'agissait évidemment d'efforts à petite échelle qui étaient symboliques. Il est temps de commencer à agir pour lutter contre ces fléaux et il faut agir maintenant. Le quatrième sujet est le progrès économique et commercial. S'appuyant sur un socle de stabilité politique, le Sénégal est devenu un leader économique dans la région.
et il y a de nombreuses raisons d'être optimiste sur les perspectives économiques du Sénégal et sur nos relations. Le gouvernement a lancé un ambitieux programme de développement intitulé Plan Sénégal émergent, axé sur les réformes économiques et la promotion des investissements du secteur privé. Il a aussi entrepris de cibler l'amélioration du climat des affaires, la réforme foncière et la réforme du secteur de l'énergie afin de contribuer à rendre le Sénégal plus compétitif pour les investissements. Le Sénégal a de grandes ambitions et de grandes perspectives pour se développer encore davantage en tant que plateforme régionale de transport et de logistique. Le Sénégal est également confronté à des défis économiques substantiels dans la poursuite de ses ambitieux projets. L'an dernier, le Sénégal a été classé 176e sur 189 pays dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale. J'ai entendu des réactions diverses au classement du Sénégal. Beaucoup de gens étaient vraiment perplexes, se demandant comment un pays comme le Sénégal, un leader dans sa région, doté d'institutions solides, peut-il avoir un classement aussi bas? Certains se sont plaints que l'index devrait être biaisé et que les efforts du Sénégal n'étaient pas suffisamment reconnus. Mais d'autres ont choisi de prendre ce rapport comme une critique constructive. Pour cette personne-là, le Sénégal doit redoubler d'efforts pour améliorer l'environnement des affaires. Afin de remédier à certains problèmes réels et d'améliorer son placement. Je trouve très encourageant que cette réaction semble prévaloir et que le gouvernement semble réellement focalisé sur ces questions. Enfin, avant de terminer, je ne saurais passer sous silence la passionnante Young African Leadership Initiative et son prolongement cet été. Dans le cadre de ce programme, conçu et piloté par la Maison Blanche, 15 jeunes leaders sénégalais représentant la gestion des affaires publiques, le monde des affaires et l'entrepreneuriat suivront un programme de 6 semaines dans des universités aux États-Unis. Ce programme de bourse permet à 500 jeunes leaders africains de rencontrer des leaders américains dans l'ensemble de ces domaines. Le point culminant du programme est une rencontre avec le président Obama. Certains de ces boursiers YALI feront des stages dans des structures homologues ou des entreprises américaines. J'ai rencontré ces jeunes leaders la semaine dernière et je dois dire qu'ils m'ont vraiment impressionné. Voilà encore un bon exemple de programme d'échange extrêmement prometteur qui aura certainement un impact sur nos relations futures. Au mois d'août, lors du Summit États-Unis-Afrique qui aura lieu à Washington, le président Obama va accueillir les dirigeants africains. Le thème « Investir dans la prochaine génération » sera le fil conducteur de l'ensemble des discussions du sommet, ce qui permettra de favoriser des discussions actives et créatives sur l'Afrique et l'économie mondiale, notamment sur les flux de capitaux, le commerce et l'investissement. Ce sommet promet d'être un grand moment, une occasion de tirer parti des avantages déjà engrangés grâce à notre coopération croissante avec l'Afrique. En tant que leader régional et partenaire majeur en Afrique de l'Ouest, le Sénégal aura un rôle important à jouer dans ces discussions. Et nos regards se tourneront vers le Sénégal dans un rôle de leader dans la promotion des droits de l'homme, la protection de l'environnement, l'accroissement de la coopération économique et l'élargissement des opportunités pour les jeunes en Afrique. Merci de votre attention. Je tiens à ajouter que ce fut vraiment un honneur pour moi de servir en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Sénégal au cours de ces 3 dernières années. Je me tiens prêt à écouter vos questions et vos commentaires. Merci.
Merci, Excellence. Merci vraiment. Maintenant, nous allons devoir donner la parole au général Seck qui va certainement faire quelques réflexions autour de cette présentation. À l'issue de cela, il y aura aussi quelques questions de la part de l'auditoire. Et je vous rappelle qu'il y aura aussi après une réception qui est offerte par l'ambassade dans les jardins du WARC. Le général Seck, je crois que tout le monde le connaît. Tout le monde sait que le général Seck est un général d'aviation. Il adore les avions. Quoi qu'il a dit visiter alors qu'il était ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, les chantiers de Boeing. Et je crois que aussi c'est lui qui a été à l'origine de la commande d'un certain type d'avion de chasse, les seuls que le Sénégal ait jamais eu, je crois, les Fouga Magister. Vous vous rappelez cet avion qui avait chuté à Pékin, parce que je crois que le lieutenant qui conduisait ça voulait impressionner sa petite copine. Malheureusement, ça s'est très mal terminé. Mais en tout cas, ces Fougas-là, nous les devons au général Seck. On ne le sait pas très bien aussi, mais nous devons la forte implication du Sénégal dans l'AGOA, nous devons ça au général Seck. Parce que quand l'AGOA se négociait, il était ambassadeur du Sénégal aux États-Unis et il a beaucoup de choses à dire sur l'AGOA et le fait aussi qu'on n'ait pas profité de l'AGOA. Vous savez aussi tous que le général Seck était un grand ami et toujours un grand ami de l'ancien chef d'état-major général des forces armées américaines, en l'occurrence le général Colin Powell, qui est devenu par la suite secrétaire d'État. Vous savez aussi qu'il a été l'instrument qui a construit l'intervention du Sénégal dans l'opération Desert Storm en Irak. Donc c'est quelqu'un qui manifestement non seulement connaît bien les États-Unis et aussi un ami de l'ambassadeur Lukens, mais aussi un grand sportif comme lui. Si vous voulez en tout cas préserver mens sana in corpore sano, c'est pas de la publicité, le premier dimanche de chaque mois, le général vous invite à couvrir au moins 4 km à l'allure martiale. Alors si vous êtes intéressé, contactez le général, voilà, qui est aussi un ami du WARC et un grand bienfaiteur du WARC. Général, vous avez la parole pour les commentaires. Merci beaucoup. Oui, merci Sen. Je crois que je vais parler plutôt de l'ambassadeur que de moi-même. Mais je suis pour la publicité pour ma marche, car le premier dimanche de chaque mois, à partir de l'Olympique. Je sais aussi que dans l'audience, j'ai un grand ami qui est l'ambassadeur Fallé Loukan, qui m'a précédé à Washington et à côté de lui, M. Ablaï, qui aussi était aux États-Unis en même temps que moi, en particulier pendant les périodes chaudes de l'AGOA, où on a passé 3 ou 4 ans pour faire passer cette loi qui, pour la première fois, on a eu une interaction entre, d'une part, les congressmen et de l'autre part, les 50 et plus ambassadeurs africains et qui ont choisi une task force qui était menée par l'ambassadeur du Sénégal et comme numéro 2, l'ambassadeur de Maurice, qui ont été les premiers à travailler avec les pour que cela passe. Alors, pour revenir à notre ami Lewis, je ne dis pas welcome, mais je vais dire aussi que dans ce monde où, grâce à l'aviation, on part, on revient, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. D'autant plus que mon ami n'a pas commencé, non seulement il a fait 3 ans au Sénégal, là où il a séjourné le plus à l'étranger, mais je crois que dans ces jeunes années, son père qui a partagé un petit déjeuner avec moi a appris qu'il a commencé à être diplomate dans le centre de l'Afrique, du côté du Congo, et donc lui c'est un Africain. Ce que je voulais simplement dire, c'est le fait que non seulement dans son discours, où il a parlé de la démocratie et leadership du Sénégal, l'environnement, j'y reviendrai parce que c'est un de mes hobbies aussi, n'est-ce pas, l'économie et évidemment le leadership des jeunes. On se rend compte que non seulement dans son discours, mais dans ses actions, on se rend compte toujours que l'ambassade s'intéresse toujours à des points de priorité de notre nation.
qu'est-ce qui est plus important que l'avenir, c'est-à-dire la jeunesse? Qu'est-ce qui est plus important que l'environnement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? C'est extrêmement important. Ce qu'il a voulu faire pour se faire voir en faisant l'homme pour Dakar. Et c'est très important, par exemple, la réponse qu'il a faite en villageois, il m'a raconté, en disant que oui, on lui a montré tant du monde ici, on dit, mais vous, les Américains, ce que vous pouvez faire pour nous? Et j'aimais bien la réponse qui était, mais ce n'est pas les ambassades, c'est vous-même qui devez vous occuper de l'endroit où vous devez mettre, n'est-ce pas, vos déchets et savoir ce qui est polluant, ce qui n'est pas. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Un autre exemple, l'ambassadeur concernant l'environnement, c'est la construction de l'ambassade qui vient de terminer, qui est le deuxième plus grand bâtiment, n'est-ce pas, suivant les normes internationales d'environnement, qui peut pratiquement être autosuffisant en matière d'énergie renouvelable, etc. Alors, on se demande que nous, Africains, qui sommes plus près, n'est-ce pas, de l'équateur, et donc beaucoup plus que le sud de l'Europe, pourquoi nous ne faisons pas une priorité, n'est-ce pas, à cette énergie propre de renouvellement, entre autres, sans parler de la participation de tout le monde. En fin de compte, il y a 10 ans, quand on parlait de l'environnement, on pensait que c'était un problème d'intellectuels ou d'occidentaux. Mais en fin de compte, quand on a commencé à avoir des cimetières qui disparaissaient, je crois que les gens commençaient quand même, la petite côte, à Saint-Louis, à Bargny, à Fisc, etc., que c'était quelque chose d'important, surtout quand on sait que les facteurs, la plupart du temps, sont des facteurs humains. Lorsqu'on parle, par exemple, du CO2, des industries, ou des voitures, etc., qui soulèvent, n'est-ce pas, relèvent la température de l'atmosphère, et que vous regardez à travers la télévision le pôle Nord qui, pratiquement, les glaces sont en train de fondre. Il y a des moments de l'été où on pouvait traverser le pôle Nord avec un bateau. Ça n'a jamais existé auparavant, et on se demande ce que ça va être. Et en même temps, du fait que ces glaces sont fondues, elles font monter le niveau de la mer, et évidemment toutes les terres basses, les cimetières, etc. C'est indirectement l'homme. Mais aussi, je disais l'autre jour, puisque nous avons fait une conférence avec l'aide de M. Sen, n'est-ce pas, avec nos amis, sur le développement durable, on s'est rendu compte également que, toujours dans l'environnement, il y a des charretiers qui allaient chercher du sable, et on s'étonne qu'on n'ait plus de plage. Ça en fait partie, avec le réchauffement. Tout ça, et ce que l'ambassadeur a dit aussi important, le fait que c'est tout le monde. Et nous avons préconisé qu'il y ait des élèves au niveau qui soient un peu des intermédiaires entre la science, quand ils vont apprendre à l'école, et leurs parents pour lui dire ce qu'il faut faire tous les jours. On se rend compte, je m'excuse parce que ça m'intéresse tellement, la différence de consommation d'eau quand vous faites les ablutions. Il se trouve que tout le monde est marabout aujourd'hui, tout le monde est en truc. Quand vous prenez un satala pour pouvoir faire, vous prenez juste l'eau qu'il vous faut pour pouvoir laver une partie de votre corps. Mais quand vous utilisez un robinet ouvert en permanence, vous prenez 4 ou 5 fois plus d'eau. Or, nous sommes un pays sahélien, nous n'avons pas beaucoup d'eau, etc. Je pense que de ce point de vue, en plus de l'exemple donné par les États-Unis, nous devions faire une matière environnement qui soit aussi importante en matière d'enseignement que les mathématiques ou autre chose. Je pense aussi que, en ce qui concerne les priorités que les Américains ont, il y a évidemment la loi, on pourrait en parler pendant très longtemps, puisque nous avons mis 4 ou 5 ans, si je me rappelle bien. On a eu beaucoup de problèmes pour, par exemple, les textiles, le coton, c'était très important. Et puis quand on a bloqué la loi, par exemple, on nous a dit que mais on ne veut pas que les Africains viennent nous envahir avec le textile. Mais quand on a regardé les statistiques, on s'est rendu compte que l'importation de textiles venant d'Afrique, en ce moment, c'est 0,67%, même pas 1%. Alors que la Chine avait 10 ou 10 fois plus. Ça, c'est un argument d'ailleurs qu'on a donné à Mme Albright quand elle a eu à parler justement au niveau du Congrès. Ici, l'ambassadeur, souvent dans l'American Chamber of Commerce, dont je suis un peu membre, n'est-ce pas, vient souvent nous pousser pour qu'on travaille, pour que la voie, quand même, nous avons été parmi les 12 premiers
à être éligible. Vous savez que la conditionnalité pour l'AGOA, c'est beaucoup de choses sur la démocratie, ce qu'il a dit tout à l'heure. Nous avons une stabilité, nous n'avons jamais été communistes, etc., etc. Et tout cela, l'indépendance relative de la justice, la démocratie, ce sont des conditions que nous remplissions déjà au départ. Et donc il fallait qu'on parle pour qu'on dise trade versus et effectivement, il vaut mieux commercer, échanger, plutôt que de tendre la main. C'est au fait qui disait que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc je crois que c'est une bonne philosophie et dans mon intervention au Congrès, je me rappelle avoir dit que ça nous donnait plus de dignité. Mais à une condition, c'est que nos marchandises soient quand même achetées au bon prix, mais pas au prix qui nous sont imposés. Voilà donc quelques remarques que je voulais faire sur cette affaire-là. Et notre ami qui nous a toujours poussé, pour parler un peu du commentaire concernant le plus important, c'est le voyage du président Obama. Je pense que 6 mois avant, je pense en avoir parlé à mon ami en disant que dans le deuxième mandat qu'il passera, je suis sûr qu'il a un peu plus de temps et il se rappellera quand même qu'il est d'origine africaine. La moindre chose pour lui, c'est venir visiter. Il me dit, oui, général, nous y travaillons au département d'État. Mais un bon diplomate, là, pour nous tourne du pot, alors je lui dis, oui, mais évidemment, quand je dis ça, c'est pour qu'il vienne au Sénégal. Il me dit, alors nous ne connaissons pas encore l'itinéraire. Alors je lui dis, ça me rappelle exactement ce qui s'est passé en 1998. Lorsque le département d'État a invité les ambassadeurs africains, puisque c'est la période justement où nous travaillons beaucoup avec le Congrès sur la loi, où on se connaissait un peu plus. Et donc le président Clinton a dit qu'il veut venir en Afrique, connaître mieux le continent. Alors on nous réunit, on nous dit qu'il va venir, et à la fin on ne nous dit pas mais quel c'est son itinéraire. On pose la question et dit pour le moment on l'a pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que c'est le coup de sifflet pour la compétition. Quel est le meilleur pays? Et je me rappelle avoir parlé de ce que l'ambassadeur a dit, nous étions un pays stable. Nous n'avons jamais eu de coup d'État militaire. Nous, on a trouvé un militaire que c'est trop compliqué de faire. La coup militaire, parce que vous n'apprenez pas à Saint-Cyr, ni à l'école de l'air, ni à l'école de guerre. Donc c'est trop pour nous. Ça n'a jamais existé. Nos anciens militaires qui ont participé avec les armées américaines aux 2 grandes guerres. Et en ce qui concerne Desert Storm, c'est notre armée, j'étais chef d'état-major des armées, qui était la première à être présente au Golfe. Et nous avons perdu une centaine de soldats. Voilà un peu ce qu'on a dit, le peacekeeping partout. Je me rappelle qu'on avait, à un moment donné, on a dépassé les 80 contingents depuis 1960. L'année même où on est indépendant, on avait envoyé des gens au Congo, n'est-ce pas, quand il y avait le Mali entre le Soudan français et nous. Voilà ce que je voulais dire. Je vous signale aussi que ceux qui viennent de Dakar, ils ont emprunté la corniche qui s'appelle Martin Luther King. Le Sen a parlé tout à l'heure de Lennon Walker, que tout le monde connaît ici, puisqu'il allait faire la lutte, parler Wolof, etc. Et quand j'ai appris qu'en fin de compte, Martin Luther King, effectivement, était mort le 4 avril, j'ai proposé au président Diouf, justement, de choisir une rue et de lui donner le nom. Et c'est Lennon Walker qui a inauguré avec le gouvernement sur le stade Hassan Diouf, la corniche, et il a parlé en Wolof. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Voilà, merci. Voilà, donc merci Général, merci Excellence. Avant peut-être de passer la parole, vous me permettrez 2 mots. Que véritablement, on doit des remerciements à l'ambassadeur Lukens et à son équipe, à la tête de laquelle se trouve Madame Christine Khan, ici présente. Parce que j'ai mes souvenirs aussi. Le jour de la nuit électorale pour le 2e mandat de Barack Obama, cette visite était quelque chose dont on a parlé pratiquement toute la nuit. Et après, surtout à travers Christine, elle m'a fait comprendre que chaque mois que Dieu faisait, ils envoyaient des rapports sur le Sénégal pour que le Sénégal fasse partie des pays qui devraient être visités. En tant que Sénégalais, on va dire, mais évidemment, bon, Barack Obama ne peut pas venir en Afrique de l'Ouest visiter le Sénégal, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faisait tout, parce que pratiquement Bendambo et moi et d'autres, nous les avions pris au collet en leur disant,
Barack Obama ne peut pas simplement venir en Afrique sans venir ici. Et moi, je me voyais, si jamais Barack Obama venait en Afrique sans venir au Sénégal, qu'est-ce que ça allait être pour nous tous. Mais ils ont vraiment beaucoup travaillé pour l'honneur et pour la joie du Sénégal. Parce que quand même, ce président nous a donné beaucoup de joie. D'autres nous en ont donné, mais il nous a donné un extra de joie. Parce que c'est la première fois que je vois un président américain quand même qui se lève et qui danse. Et c'était pas mal. Et c'était avec la musique sénégalaise. Donc voilà, hein, c'était spécial. L'autre chose que je voulais dire, ambassadeur, c'est qu'au fond, vous nous avez plus apprécié que critiqué véritablement. Tout ce que j'ai dit, c'est des éloges et il ne faut pas que le Sénégal croule sous le poids de vos éloges. Maintenant, les autres points, je crois que quand même l'amitié se définit ainsi, hein, c'est tout chez les latins, amicus certus, in re incerta cernitur. Si vous voulez une véritable amitié, c'est celle-là qui peut vous faire éloge, mais celle-là aussi qui peut vous critiquer. Si vous n'avez pas la force et le courage de critiquer, alors l'amitié est douteuse. Je crois que vous avez fait preuve d'une grande amitié pour nous. Le dernier point, c'est le point de l'environnement. Et je crois que l'ambassadeur et le général Seck ont raison. Je vous raconte une anecdote et je me termine là. Je suis devenu directeur du WARC en 2004. Parmi les premières choses sur lesquelles je me suis dit je vais travailler, c'était des choses qui ne demandaient pas de budget. Et je me rappelle un matin, je suis sorti avec mon staff tous. Et je leur ai dit, regardons derrière. Je peux dire, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ils me disent, ah monsieur, tout est propre, on a tout nettoyé. Je dis, parfait. Alors je dis, regardons maintenant devant, en face du centre de suivi écologique. Je dis, est-ce que c'est propre? On me dit, ah non, monsieur, c'est pas propre. Je dis, alors qu'est-ce qu'on devrait faire? Non, monsieur, vraiment ça nous appartient. Amnoula est là-bas témoin, c'est mon directeur financier administratif. Ils me disent là, nous là, notre propriété s'arrête au début de la rue. Le reste là, ça nous appartient. Je leur dis, oui d'accord, on est d'accord. Mais si jamais un visiteur qui ne connaît rien de tout cela vient nous rendre visite et il voit des saletés là-bas, est-ce qu'il va dire que ça appartient au WARC ou non? Ils me disent, non, on ne sait pas. Je dis, donc il faut nettoyer. Ils sont toujours réticents. Je prends le pot là et je vais nettoyer. Ils disent, un directeur ne nettoie pas. Laissez, on va le faire. Mais depuis ce jour-là, on essaie d'être propre chaque jour. Mais attention, le défi, c'est une vigilance permanente. Parce que vous avez une boutique à côté. Les gens vont là-bas. Ils achètent le truc de l'or là, dans les sachets en plastique. Ils boivent l'eau, ils jettent. Ils prennent leur paquet de cigarettes, ils jettent. Ils jettent en permanence, mais le personnel va nettoyer en permanence. Pour vous dire à quel point c'est nécessaire de faire cet effort-là et que ça soit un effort continu et soutenu. Parce que Dakar est beau, Dakar est une belle ville, mais Dakar est extrêmement sale. Il faudrait qu'on en convienne. Et des fois, je me dis, mais il y a tellement de forces qu'on pourrait mettre à contribution. À quoi servent nos dirigeants religieux? Puisque tout ce qu'ils nous disent, on prend comme de l'évangile. Pourquoi ne pas les mettre à contribution? On est très engagé politiquement, mais pourquoi ne ferait-on pas de l'environnement un enjeu politique? Je ne sais pas, vraiment c'est évitable. Je vous apprends qu'en quelques années, le Rwanda est devenu le pays le plus propre, pas de l'Afrique, mais du monde. Quel est le secret de Kagame là? Parce qu'il est un ancien militaire, il peut imposer la loi. C'est pas ça. Est-ce qu'on ne peut pas imiter ça? Voilà, Excellence, quelques petites remarques. On va passer aux questions de l'assistance. Alors, je vais vous dire, l'ambassadeur vraiment préférerait qu'une fois qu'une question ou un commentaire est fait, qu'il réponde sur le show. Hein? Donc, on aura peut-être un certain nombre de questions, peut-être 5 ou 6. Mais après, on va poursuivre la discussion à la réception. Je vois la main de mon ami et collègue, le ministre de l'Éducation nationale, ancien, le professeur Kalidou Diallo, qui se lève. Donc, je ferai un à un, puisque l'ambassade répond un à un. Donc, on donne la parole au professeur Kalidou Diallo, ancien ministre de l'éducation. Monsieur le ministre, vous n'avez pas de questions, vous partez déjà. Merci. Ok, merci. Donc, Kalidou, cher ami, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais juste faire un petit témoignage en tant qu'ancien ministre de l'éducation. C'est par rapport à ce que les États-Unis et les Saïdés font pour le Sénégal. D'abord, avec Mme Bernica,
J'ai eu d'excellentes relations avec elle parce qu'elle est venue au Sénégal au moment où j'étais nommé ministre, en juin 2008. On avait d'excellents programmes, monsieur l'ambassadeur a dû continuer. Je pense que sa première activité en tant que sortie, en tant qu'ambassadeur, c'était avec moi pour inaugurer le collège. Parce que les États-Unis ont ce qu'on appelle un programme de matching. C'est-à-dire, chaque année, ils nous construisent 11 collèges clés en main. Ça veut dire quoi le matching? Ça veut dire le premier programme de 11 collèges, le Sénégal finance. Une fois les clés données, les États-Unis remboursent. Et on a là une enveloppe permanente qui roule. Donc depuis une dizaine d'années, on a le matching. Aucun pays n'a fait ça pour le Sénégal. Je peux dire qu'en 5 mois, c'est-à-dire d'octobre à février, j'ai fait 5 sorties avec lui, jusqu'à Diourbel, jusqu'à Mbacké, jusqu'à Mbour et 2 fois dans Dakar. Je peux dire qu'en moyenne, ce que j'ai fait avec lui en 5 mois, c'est pratiquement le total de ce que j'ai fait en termes d'inauguration avec les autres ambassadeurs en 4 ans. Ça montre l'importance de l'appui des États-Unis en matière d'éducation. On a l'impression que c'est dans d'autres domaines. Mais en fait, lorsque j'ai quitté également le ministère, le coordonnateur des partenaires techniques et financiers en matière d'éducation pour le Sénégal, c'était l'USAID. Le directeur de l'USAID qui a quitté le Sénégal en 2009 a également été décoré du chevalier de l'ordre national du Lion par le président Wade. Donc je voulais faire ce petit témoignage pour également le remercier pour son ouverture. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une cérémonie concernant les États-Unis, je suis invité. Donc je suis fier de cela. Et bien sûr, indirectement, je remercie Christian Kane, qui certainement n'est pas étrangère à cette adresse. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. On fait les projets comme ça, avec le prix le remboursement. C'est pour mieux développer les capacités au Sénégal. Je sais, on ne fait pas le projet où on amène les travailleurs américains pour construire une école et rentrent aux États-Unis et c'est fini. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour mieux développer les capacités des institutions, du gouvernement et des communautés. Donc c'était toujours un plaisir de vous voir, de couper des rebonds avec vous. Merci. Voilà, moi je voudrais intervenir comme journaliste, poser donc des questions. Je suis un peu étonné de voir que Son Excellence n'a pas tellement insisté sur la question du terrorisme, si j'ai bien entendu, hein, alors que je sais que c'est une problématique qui est extrêmement importante pour le gouvernement des États-Unis. Et je suis d'autant plus étonné par ce silence que nous sommes dans une sous-région qui est aujourd'hui menacée, semble-t-il menacée, il faut être prudent, semble-t-il menacée et par des groupes terroristes. Il y a l'actualité aujourd'hui qui s'emballe au Mali avec le MNLA qui revient en puissance et voilà, et plusieurs groupes. On parle de complexes assez difficiles à combattre entre narcotrafiquants, terroristes et plusieurs autres groupes de trafiquants d'armes, etc. Alors, qu'est-ce qui explique que vous n'évoquez pas ce sujet-là aujourd'hui et que vous choisissez presque de l'occulter? Alors, est-ce que c'est dû au fait que vous faites la sous-traitance dans la matière? Parce qu'on voit que c'est la France qui est plutôt engagée dans cette partie, en tout cas, du continent. Est-ce qu'il y a une forme de sous-traitance pour combattre ce fléau? Les États-Unis sont assez en recul par rapport à cette question. C'est l'impression que j'ai. Alors, la deuxième question, elle est relative... je vais être très rapide. Ouais, elle est relative à la question de l'homosexualité.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous exercez une sorte de terrorisme sur le terrorisme entre guillemets sur nos cultures, nos États? N'avez pas l'impression que c'est un débat finalement idéologique? Ça ne vient pas. On vous entend. C'est un débat purement idéologique de valeur, donc de problèmes entre deux cultures qui sont différentes. Je pose la question, tant plus que quand on parle de la question de la polygamie, ce n'est pas un problème chez nous, c'est un problème chez vous. Et il n'y a pas un débat sur cette question-là. Moi, je ne suis pas homophobe, j'ai fait un éditorial, alors que je dirigeais le journal L'Observateur, j'ai fait un éditorial pour défendre les homosexuels, donc je ne suis pas homophobe, mais je pose cette question pour qu'on en parle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous agressez aussi la culture de notre culture, simplement? Voilà, est-ce que c'est une bonne manière d'ailleurs de défendre les homosexuels? Voilà, merci. Ambassadeur, vous voulez répondre? Le terrorisme. Nous avons une équipe forte au Nigeria maintenant qui essaie de retrouver ces jeunes filles qui ont été enlevées par le groupe Boko Haram. Nous travaillons depuis beaucoup d'années en très étroite collaboration avec le gouvernement du Sénégal et le militaire pour renforcer les capacités du militaire du Sénégal dans la sous-région. Nous comprenons que le Sénégal joue un rôle très très important avec des voisins qui sont, disons, moins stables, avec des filles, avec des groupes terroristes, surtout en Mali, mais dans d'autres pays de sous-région. Donc le fait que je n'ai pas fait un point spécial sur le terrorisme dans le discours, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose d'important pour nous. On peut faire un grand discours seulement sur le terrorisme, mais M. Sen a dit qu'il ne faut pas parler plus de 23 minutes. Donc, mais je voudrais être clair, nous sommes très impliqués dans ces questions. Nous travaillons avec le gouvernement et les militaires de sous-région pour combattre les groupes de terrorisme. Et la deuxième question, non, je ne pense pas que ce que j'ai dit, c'est un terrorisme sur la culture. Je comprends très bien que les États-Unis et le Sénégal ont de différentes perspectives sur cette question. Je dirais que je pense en 20, 30, 40 années, on va voir un monde, j'espère qu'on verra un monde où tout le monde, chaque citoyen est accepté, soit homosexuel ou pas. Je pense qu'un adulte doit être permis d'être en amour avec n'importe qui. C'est quelque chose de privé et c'est quelque chose qui ne doit pas être criminalisé. Donc, et je pense que le monde change. Et si vous regardez les 10 dernières années, il y a beaucoup changé, même aux États-Unis. Je pense qu'on vient de passer le 10e anniversaire de gay marriage dans le monde. C'était il y a 10 ans. Et maintenant, il y a beaucoup de pays qui acceptent ça. Je ne parle pas de gay marriage ici au Sénégal. Je dis de decriminalisation de l'homosexualité. Donc, je pense, comme je l'ai dit, que le Sénégal peut jouer un rôle de leader dans la région, dans l'Afrique, pour accepter les droits de l'homme. Et ça veut dire chaque homme et chaque femme dans le pays. Merci. Merci. À la limite, on peut ouvrir pour une dernière. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, oui, là. Oui, ok. C'est le dernier. Vous oh. Anne, excusez-moi, Anne, c'est l'émotion. Donc, nous avons, alors, Madame Fall de l'Association des alumni, nous avons le professeur Mendy du département d'anglais, nous avons Mohamed Diop qui est aussi un alumnus, et nous avons enfin M. Aïn. Et après, on ira faire la réception et continuer la discussion là-bas. Madame Fall, vous avez la parole. Et je vous invite à des commentaires ou des questions, short. Bref. Merci. Merci, Ousmane.
en ma qualité de président de l'Association sénégalaise des anciens boursiers du département d'État américain. Ce ne sont certainement pas des questions que j'ai posées à M. l'ambassadeur, mais plutôt au nom de l'association le remercier. Je me rappelle lorsqu'il est arrivé au Sénégal, l'une des premières associations qu'il a reçues, c'était Biaïmou. Il comprend l'importance que nous jouons au sein de l'association, les objectifs que nous nous sommes fixés et que nous essayons d'atteindre malgré toutes les contraintes professionnelles que nous avons. Merci Monsieur l'ambassadeur pour le support que vous nous avez octroyé depuis votre arrivée au Sénégal. Et à travers vous, je voudrais remercier Madame Christine Kane et tout le Cultural Affairs Officer qui n'est pas là, John Silver. Et je voudrais vous remercier et en marge de cela, vous souhaiter pour les prochaines vos responsabilités, beaucoup de succès pour vos responsabilités. Merci encore. Quand il parle de droits de l'homme, parce que moi-même je suis un militant des droits de l'homme. Je pense que quand on lit la déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas de discrimination. L'homme, c'est l'être humain en général. Donc tout le monde doit être protégé, surtout des minorités comme les homosexuels, comme vous le dites. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que même dans votre pays, la question ne fait pas encore l'unanimité. Et des questions comme ça, je suis d'accord avec vous, il faut en parler. Je me rappelle dans votre pays, il y a 50 ans de cela, il était inimaginable d'avoir un mariage entre noirs et blancs. Mais les gens en ont parlé et finalement tout le monde a compris. Imménageable d'avoir un président noir. Voilà, exactement. Donc, comme vous le dites, il faut en parler. Mais ce que je vous demanderais peut-être, c'est que, bon, comme les cultures sont différentes, d'avoir un peu plus de patience avec les pays où la culture n'est pas encore prête à accepter cela. Mais quand même, il faut en parler. Je suis vraiment d'accord avec vous. Il faut en parler et les mentalités vont changer à la longue. Et je pense, comme vous le dites, à l'avenir, on considérera l'homme en tant que tel. Et on ne fera plus de discrimination entre ceci et cela. Et ça, je suis d'accord parce que je suis un militant des droits de l'homme. Merci. Merci. C'est un bon point pour renforcer. Ce n'est pas un débat d'être organisé par les États-Unis. C'est quelque chose qui doit être discuté entre les Sénégalais. C'est une question sénégalaise, évidemment. Et je vous encourage à commencer les discussions comme ça. Entre vous. D'accord, merci beaucoup. Alors, le prochain, c'est M. Mohamed Diop. Je me rends compte qu'on n'a pas tellement entendu les jeunes, et en particulier les jeunes étudiants. Mais ce sera une seule personne. Alors, moi, c'est la discrimination positive. Hein. Il y a une main de dame qui se lève et une main d'homme. Je prends immédiatement la main de la dame. Comment elle s'appelle, la dame? Hein? Oui, Madame Sam. Tal. C'est la cinquième et dernière intervenante. Monsieur Mohamed Diop. Bonjour tout le monde. Moi, je me nomme Mohamed Diop. Je suis alumni, donc ancien boursier du département d'État des États-Unis. Donc j'ai bénéficié d'une bourse pour aller étudier aux États-Unis en 2011, année dans laquelle M. Lukens a rejoint notre pays. Donc c'est des mots de remerciement que je tiens à partager avec vous, au nom de, si je peux me permettre, au nom de la jeunesse sénégalaise, parce que j'ai eu à travailler donc avec le Alumni Association en tant que Young Project Coordinator. J'ai aussi travaillé avec le projet DART, dont vous avez fait part tout de suite avec M. Sen et M. Sek. Donc j'ai aussi été membre du conseil de la jeunesse de l'ambassade des États-Unis, dont je suis le porte-parole. Et je tiens à vous remercier au nom de toute la jeunesse sénégalaise aujourd'hui, si je peux me permettre. S'agissant des questions que vous avez évoquées tout de suite, si je devais peut-être intervenir dans un sens, ce serait par rapport aux questions environnementales. Ce serait bien pour notre pays de travailler dans ce sens-là, pour pouvoir surtout bénéficier des investissements directs étrangers. Voilà, donc je tenais à vous dire ces propos et merci encore. Il nous a honoré de nous laisser faire des réunions à l'ambassade sur la Goa. Quand on parle de la Goa, je ne peux pas me retenir, parce que comme le général l'a souligné tout à l'heure,
Nous sommes les combattants sénégalais de l'AGOA. J'ai accompagné le général Seck au Congrès américain plusieurs reprises. Donc l'AGOA, nous sommes un peu les tontons de l'AGOA au Sénégal. Et je voudrais quand même, bon c'est vrai, on a créé un club AGOA sur une suggestion à la Chambre de commerce américaine, nous sommes tous membres. Donc les réunions se tiennent à l'ambassade avec l'accord de son Excellence que je remercie au passage. Et je voudrais quand même avoir un point de vue de l'ambassadeur. Pourquoi l'AGOA ne marche pas au Sénégal? Pourquoi? Merci Excellence. Le général de mes réponses. Donc, moi, même après 3 ans, je ne comprends pas totalement pourquoi l'AGOA ne marche pas au Sénégal. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des problèmes ici d'infrastructure et d'énergie. Et c'est difficile d'avoir des entreprises qui produisent des choses qu'on veut aux États-Unis. Pour les produits agricoles, il y a des réglementations assez complexes, des questions d'hygiène, tout ça qui est difficile pour les petites entreprises accepter. Donc, mais je dirais encore que nous travaillons avec le Chamber of Commerce et avec le business, la communauté de business de Dakar, du Sénégal. Nous sommes en train de changer un peu l'AGOA et j'espère que le nouveau AGOA va offrir plus de succès pour le Sénégal. Merci. Au département d'anglais, je vais parler à la suite du professeur Mendy, qui est mon professeur, mon mentor en anglais, si je peux m'exprimer ainsi. Je suis fraîchement, je viens depuis la semaine dernière d'avoir mon master d'anglais en études américaines et depuis hier, j'ai passé l'école doctorale. Donc je suis très contente de venir ici aujourd'hui et je vais juste revenir sur un point qu'il a abordé, le professeur Mendy, sur le mouvement LGBT aux États-Unis, un peu partout dans le monde, et la question que vous avez posée, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, sur le problème. Effectivement, c'est un problème aussi bien aux États-Unis qu'au Sénégal. Pour mon mémoire de master, j'ai écrit justement sur le mariage homosexuel aux États-Unis. L'idée était de voir comment la question est arrivée de « on vous accepte » à « vous pouvez vous marier » depuis les États-Unis. Le professeur Mendy a donné l'exemple de la différence entre communauté noire et blanche à l'époque et le chemin qu'ils ont eu à parcourir pour arriver à ce niveau de compréhension et de tolérance et d'acceptation, et même d'acceptation au point où la question ne devrait plus se poser entre les communautés noires et blancs. Tout le monde a sa chance aux États-Unis, tout le monde a sa chance de participer aux instances de décision aux États-Unis et d'avoir une famille. Donc, sur cette même base, j'aborderai la question du LGBT avec une certaine prudence, comme le voudrait la culture sénégalaise de façon générale, comme le voudraient les religions au Sénégal, et en réflexion aussi à comment ça se passe aux États-Unis, parce que c'est un débat qui divise un peu les peuples aux États-Unis. Il y en a qui sont pro, il y en a qui ne sont pas pro, qui sont contre same-sex marriage. Mais comme vous dites, la question n'est pas de parler du same-sex marriage, la question est de parler de l'acceptation des personnes minoritaires. Et en tant que droit de l'homiste aussi, parce que c'est le professeur Mendy qui m'a amené à Amnesty International. Donc je parlerai vraiment dans ces termes-là. Je pense que l'idée, à la base, est le respect de l'individu, dans son sens général. Et c'est dans ce sens-là que la tolérance va arriver. Maintenant, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit au peuple, il n'est pas question d'imposer aux populations, dans n'importe quel pays d'ailleurs, parce que c'est ça violer les droits humains, parce que chacun a son expression, chacun a son droit, sa liberté de s'exprimer et de dire ce qu'il pense. En tout cas, je suis très honorée, oui, je vois. En fait, c'est un honneur d'être là aujourd'hui et de m'exprimer devant l'ambassadeur des États-Unis. Et je suis très contente d'avoir apporté ma contribution, suite surtout au professeur Mendy. Et que la question des droits de l'homme est très importante aux États-Unis, au Sénégal et un peu partout. Et qu'il y a des limites et des violations dans tous les pays.
y compris aux États-Unis. Thank you. On a des affiches là qui vous parlent du programme Fulbright. Je crois que vous pourrez être éligible pour le Junior Fulbright. Vous allez lire et vous vous rapprochez de la bibliothèque pour avoir de plus amples renseignements. Je crois qu'on a terminé peut-être la phase discussion. Oui, on est obligé malheureusement d'arrêter ici. Je sais que d'habitude ça va plus... on passe beaucoup plus de temps, mais vous comprendrez que l'ambassadeur n'a pas beaucoup de temps. Donc je voudrais que vous me permettiez de clôturer en commençant d'abord par vous dire qu'il y a des collations derrière dans les jardins du WARC. On continue la discussion là-bas. Ceci étant dit, oui, je me permettrai peut-être un petit commentaire sur cette question des préférences sexuelles. J'en discutais avec quelqu'un qui m'est très proche et qui est très pieux, mais très ouvert aussi. Alors on en a parlé, et puis on a discuté, bon, déviance, où il y en a qui pervertissent ou sont pervertis, et puis je lui dis, mais je connais des gens qui sont nés avec ces pulsions-là. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé que, bon, je vais devenir ça parce que ça me plaît. C'est des gens qui ne peuvent pas être autrement. C'est-à-dire, les pulsions que la nature, ou si vous voulez, que Dieu a mises en eux, ils ont un visage et un corps d'homme, mais ils ont des réactions de femmes. C'est naturel, ils sont nés comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, ce qu'il m'a répondu, ça m'a donné une douche froide. Il me dit, ça veut dire que Dieu a décidé que certaines personnes sont éternellement vouées à l'enfer. Bon, c'est quelqu'un que je respecte, mais ma réaction c'était, mais c'est pas possible. Dieu n'a jamais dit, il n'a jamais été dit que Dieu créerait quelqu'un exprès pour l'envoyer en enfer. À partir de ce moment, il n'y aurait pas de vie, parce que la vie, c'est une trajectoire de bonification permanente. La vie, elle est faite, c'est une trajectoire, c'est un temps, mais ce temps-là, Dieu nous l'a inscrit pour qu'on en profite pour nous bonifier. Donc, c'est contraire au fait de devoir condamner irrémédiablement quelqu'un. Parce que si c'est la nature qui a fait ça, moi je me demande comment régler ce problème. Donc c'est un problème très complexe qui implique aussi la dimension complexe des sociétés. Et je le dis d'ailleurs à mes étudiants américains, ambassadeurs, ça tombe bien. Parce que quand on parle de toutes ces choses-là, je leur explique les relations que nous avons, même autour de l'amour. Aux États-Unis, vous avez ce qui s'appelle le PDA. Public Display of Affection. Vous aimez quelqu'un, il vous aime. De temps en temps, vous vous embrassez, même si les gens sont là. Mais vous ne voyez jamais personne s'embrasser au Sénégal. Ou c'est très rare. Est-ce que cela veut dire que l'amour est interdit ou l'amour est tabou? Non. Mais il y a des règles sociales. Autre chose que j'ai vécu moi-même personnellement chez moi. Il est impossible que moi-même et mes enfants, en particulier mon garçon Papi, qu'on regarde le même film et qu'il y ait des scènes d'amour. La première fois que c'est arrivé, Papi a fait comme ça. Mais il est très subtil ce gosse. Il m'a dit, papa, je ne regarde pas. Mais il a dit, il y a un écart entre les doigts. Ou alors c'est moi qui dis à ma femme, je suis fatigué, j'ai une longue journée, je vais me coucher parce que je ne peux pas regarder ça avec mes enfants. Donc tout ça, c'est des spécificités qui font que vous avez raison, Excellence, vous avez raison, le public. Il faudrait quand même comprendre ces choses-là, que ça fait partie de la vie et que utilisons notre génie pour régler ces contradictions. Et vous l'avez bien dit, il y a bien un génie sénégalais et je suis sûr et certain et optimiste que le génie sénégalais parviendra à trouver une réponse à ce problème. Parce que vous avez raison, 2012, c'était l'année de tous les dangers, mais c'est extraordinaire. Partout où je suis allé dans le monde, les gens priaient pour nous, en particulier aux États-Unis. Mais on a transcendé cette contradiction. Cela ne veut pas dire qu'il faut qu'on dorme sur nos lauriers, mais je dis quand nous voulons, nous avons les ressorts qui puissent nous permettre de régler un peu nos problèmes. Alors, je voudrais dire aussi que la coopération avec les États-Unis, ce n'est pas que le programme que l'USAID. J'ai ici Omar Gueye,
qui est un professeur au département d'histoire, c'est un ancien Fulbrighter. Le programme Fulbright est là pour tous les chercheurs et pour tous les graduate students. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple le programme IVLP, International Visitors Leadership Program. Tout fonctionnaire, toute personne qui est affiliée à une organisation peut demander à visiter les États-Unis et sera une visite organisée autour de ce qui vous intéresse. Si vous êtes un journaliste, on va certainement, vous allez voir les sièges du New York Times ou du Boston Globe ou des choses comme ça, et vous avez 3 semaines qui vous permettent de vous bonifier. Je n'ai pas dit que tout ce que vous voyez aux États-Unis est bon. Je dis, si vous voulez, vous avez l'occasion de voir autre chose, mais c'est en visitant la différence et en essayant de comprendre la différence que vous évoluez dans la vie. Le jour où, en tant que IVLP, je me suis réveillé avec 15 minutes de retard parce qu'il fallait que je prenne mon petit déjeuner. Et qu'arrivé devant le bus qui devait nous transporter, on était 15 de plusieurs pays, on commence à m'applaudir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il dit, oh Ousmane, thank you very much, you're late. Depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne serai plus jamais en retard. D'abord, mon père ne voulait pas que je sois en retard, mais avec cet exemple aux États-Unis, je me dis, il faut toujours que je sois là 5 minutes avant l'heure. Donc, vraiment, nous remercions son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Nous remercions aussi toute l'équipe complète. Oh, now, this is a problem. Somebody is asking me, and he said, il dit qu'il a un petit mot à dire. Il insiste tellement, Excellence. Ça va être une seconde. Yes. Ok. C'est vraiment une exception. Yeah, I just would like to say something that would go directly. Donc on termine en disant à Monsieur l'Ambassadeur que nous sommes non seulement contents de tout ce qu'il a pu réaliser avec nous au Sénégal, mais nous sommes contents aussi de l'ensemble de l'équipe qui est derrière lui. Vraiment, à travers Christine Kahn et Christine Stewart, nous voudrions remercier à toutes ces dames-là et Christine, celle qui s'occupe de l'information. Il y a 3 Christine, c'est extraordinaire ça. Nous voudrions remercier tout ce personnel qui est derrière et qui a accompli un travail extraordinaire. Donc vive la coopération américano-sénégalaise, vive Barack Obama, vive le Sénégal. Voilà, ok. Merci.